Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Florian de la Cyclodyssée. Et comme vous le savez, la Cyclodyssée, ce sont 4 chefs scouts qui ont prévu d'aller au Jamboree 2023 qui se déroulera en Corée du Sud, le tout à vélo. Et tant que nous ne sommes pas encore partis, on voudrait vous parler de quelques aventuriers qui sont partis dans de grandes expéditions en tant que scouts. Car oui, nous ne sommes pas les premiers à avoir eu des idées de ce genre. Et nous commençons cette série de vidéos avec l'histoire d'Israël Valderrama. Nous sommes en 1954. Israël Valderrama est un scout colombien de 28 ans. Il fait partie du groupe des Aigles Rouges de Medellín et il rêve de participer au Jamboree qui se déroule l'année suivante au Canada, près des chutes du Niagara. Simplement, il n'a absolument pas les moyens de se payer le billet d'avion pour rejoindre le Canada. Qu'à cela ne tienne, il est un excellent cycliste et décide de traverser les Amériques et de se rendre jusqu'au Canada à vélo. Il estime la distance à parcourir à environ 20 000 km et il part le 12 octobre 1954. Et là, je vous rappelle qu'on est dans les années 50. Il n'y a pas de portable, pas d'internet, beaucoup de routes ne sont encore que des pistes. Donc c'est un véritable défi pour ce Colombien de traverser 10 pays d'Amérique et d'arriver à temps pour le Jamboree. Et pour commencer son aventure, il doit affronter un premier obstacle. À la frontière entre la Colombie et le Panama se trouve la forêt du Darien, qui est la seule portion du continent américain où la grande route de la transaméricaine est interrompue. Et c'est encore le cas aujourd'hui, il n'y a pas de route qui traverse cette portion de forêt tropicale. C'est ce qu'on appelle le bouchon du Darien. Il s'embarque donc sur un bateau avec plusieurs missionnaires et il vogue vers le nord-ouest. Mais quelques heures plus tard, le moteur tombe en panne. Les missionnaires se mettent à prier puisqu'il n'y a rien d'autre à faire, mais le navire se brise sur des récifs et tout le monde se retrouve à l'eau. Heureusement, personne ne se noie et tout le monde se retrouve sur la plage. On sent quand même que le mec est déjà un chanceux. En marchant pendant 2 jours, les malheureux atteignent enfin un village. Comme son vélo et ses papiers d'identité sont au fond de la mer des Caraïbes, Valderrama est jeté en prison par la police panaméenne. Il est vite relâché et récupère un vieux vélo pour reprendre sa route. Comme il n'a pas d'argent, tout au long de sa traversée de l'Amérique centrale, il organise des performances, c'est-à-dire des marathons de 72 heures à vélo, dans des stades vélodromes. Ce qui fait quand même 3 jours à pédaler sans interruption. Apparemment c'était quelque chose d'assez courant à l'époque et ses performances réunissaient pas mal de monde. Bon, il n'y avait pas encore Netflix. Il est aidé par le Sporting Club de Panama City pour organiser son premier marathon, et c'est un grand succès. Les Panaméens viennent nombreux, paient leur place et font de nombreux paris. Il arrive à pédaler jusqu'au bout des 72 heures, ramasse une belle somme d'argent, et doit passer 24 heures à l'hôpital pour épuisement. Et au Costa Rica, le jour de Noël, il réitère l'exploit. Les journaux ne parlent alors que du superbe Colombien. Il repart les poches pleines vers le nord et doit maintenant traverser le Nicaragua. Mais voilà, en janvier 1955, ce n'est pas forcément la meilleure période pour passer cette frontière. Loin de là. En effet, le Nicaragua encourage des rebelles costaricains à renverser le président. Et la frontière est sous haute tension. Les soldats des deux pays et les rebelles patrouillent, se surveillent, voire se tirent dessus. Alors qu'Israël Valderrama est à un poste frontière, réglant les formalités administratives avec les gardes, un avion surgit de l'horizon et mitraille toute la zone. Il n'a que le temps de se jeter dans une tranchée pour se protéger. Sans demander son reste, il déguerpille vers le nord tandis que les militaires tirent vers l'avion. Je vous avais dit, le mec est un chanceux. Continuant à passer les frontières, il traverse successivement le Honduras, le Salvador et le Guatemala. Les gens commencent à avoir vent de son aventure avant qu'il n'arrive, et il collectionne les coupures de presse dans un grand cahier, ce qui lui ouvre bien des portes par la suite. Pour rentrer au Mexique, le consul lui annonce qu'il doit posséder une réserve de $100. Il se lance alors avec 4 compères, un guatémaltèque et 3 panaméens dans un nouveau marathon. La présence de 5 concurrents doit assurer du spectacle et de bonnes rentrées d'argent. Malheureusement, cette fois, aucun ne termine la course et 3 coureurs sont à l'hôpital. Il passe alors régulièrement la frontière clandestinement et se met à faire de la contrebande pour amasser les $100 sans jamais se faire prendre. Il est tellement dans la dèche en arrivant au Mexique qu'il vend son vélo en pas trop mauvais état pour acheter un vélo complètement pourri et avoir de quoi manger. Heureusement, il rencontre à Mexico un Américain, Johnny, qui est aussi scout et l'aide à arranger ses affaires. Avec lui, il obtient facilement un visa américain et les deux amis programment de se retrouver à Tucson, Arizona, quelques semaines plus tard. En quittant Mexico City, il lui reste 1800 miles avant la frontière des États-Unis et il programme de traverser cette distance en 2 semaines. Ce qui fait quand même près de 190 km par jour. La route traverse alors une zone désertique et peu après le village d'Ouatapambo, le vent et la poussière l'empêchent d'avancer. Il doit monter son camp au milieu de nulle part dans le désert mexicain. Comme un bon scout, il déploie sa couverture et allume un feu. Mais alors qu'il va s'endormir, il entend le bruit caractéristique d'un serpent assommé. Se levant d'un bond et saisissant un bâton, il fait face au reptile qui se trouve à 1 mètre de lui. Éclairé par son feu, il voit le serpent bondir et le mordre. Il frappe de toutes ses forces la tête et le tue d'un coup. Il fait nuit, il a été mordu,
Alors pour se soigner, il fait comme on lui a appris dans les manuels scouts de l'époque. Et je peux vous dire que pour en avoir lu quelques-uns de ces anciens manuels, le secourisme de l'époque c'était rustique. Il désinfecte son couteau sur la flamme du feu et il découpe la peau et la chair autour des 2 impacts de la morsure du serpent. Après cela, il fait un bandage avec son foulard et repart au milieu de la nuit, ne pouvant plus rester seul à la merci des serpents. Il continue comme ça pendant 2 jours, traverse la petite ville d'Obregon, mais se retrouve au bout d'un moment complètement crevé, probablement infecté par le venin. Une rencontre providentielle lui sauve alors la mise en croisant une femme indigène qui lui donne de l'eau et lui administre des médecines traditionnelles indiennes. On ne devrait pas trop rencontrer de serpents venimeux sur notre trajet. Par contre, on pourrait avoir des loups. À Nogales, il entre enfin aux États-Unis. Il découvre alors de bonnes routes, confortables, et aussi une nouvelle langue qu'il a bien du mal à apprendre. Il retrouve Johnny à Tucson, et à partir de là, les choses vont beaucoup plus facilement. Le scoutisme est très développé aux États-Unis, et dans les villes où il passe, il peut compter sur la solidarité des Boy Scouts of America. Il enchaîne alors les étapes avec la traversée du mythique Golden Gate de San Francisco, la route des séquoias géants, Vancouver, les montagnes canadiennes, Winnipeg et enfin Toronto. Accueilli triomphalement par les Colombiens de Toronto, il rejoint quelques jours plus tard le Jamboree de Niagara-on-the-Lake. Il est accueilli en triomphe par les 11 000 scouts présents. Il a mis 9 mois pour parcourir 15 000 miles, soit 24 000 km. Ce qui fait plutôt une bonne moyenne. Ce qui est impressionnant dans cette aventure, c'est la détermination de ce scout colombien. Israel Valderrama s'était carrément dit « J'irai au Jamboree ou je mourrai en route ». Et également, on est impressionné par la solidarité qu'il a rencontrée avec beaucoup de monde qui l'a aidé tout au long du chemin. Après le Jamboree, Valderrama est resté au Canada et s'est installé à Toronto. Des années plus tard, il a écrit le récit de son aventure. C'est en anglais, non traduit en français, et ça s'appelle Boundless Hope, Espoir sans frontières. À cette occasion, il a réalisé cette magnifique photo en tenue scout avec les drapeaux canadiens et colombiens. Alors j'ai retrouvé Israel Valderrama sur Facebook. Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur de plus de 95 ans. Il vit toujours à Toronto et je remercie vraiment sa famille de m'avoir aidé, d'avoir échangé avec moi pour préparer cette vidéo, de m'avoir fourni quelques illustrations. Et j'espère que vous avez été aussi intéressés et aussi impressionnés par l'aventure de ce scout colombien. Sur ce, il est temps pour moi de retourner à la préparation de notre périple vers la Corée du Sud. Donc si vous avez apprécié les vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux. Si vous voulez suivre notre préparation également, notre identifiant c'est la Cyclodyssée. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Allez, à bientôt!